Page 48. Selfie. De la même façon que nos descendants ne feront pas la différence entre ceux qui niaient la science du dérèglement climatique et ceux qui se conduisaient comme s'ils n'y croyaient pas, ils ne distingueront pas non plus ceux qui avaient le sentiment de s'investir à fond pour sauver la planète de ceux qui tout simplement la sauvaient. Il est possible que nous soyons incapables d'éprouver des sentiments suffisamment forts pour notre planète. Il est également possible qu'il ne soit pas nécessaire d'en éprouver. Les sentiments pourraient bien, dans ce cas, entraver le progrès plutôt que de le faciliter. Le premier portrait photographique d'un être humain a été pris en 1839. C'était un selfie. Robert Cornelius avait installé un boîtier équipé d'une lentille de jumelle ou de théâtre dans l'arrière-boutique du commerce familial de lampes et de lustres à Philadelphie. Il retira le cache qui l'occultait, la lumière devant la lentille, se précipita dans le champ, demeura immobile pendant plus d'une minute, puis courut en sens inverse pour replacer le cache. Un peu moins de 2 siècles plus tard, 93 millions de selfies sont pris chaque jour par les seuls utilisateurs d'Android. Les chercheurs ont récemment identifié un état psychologique défini par les besoins impérieux de prendre des selfies et de les charger sur les réseaux sociaux au moins 6 fois par jour. Ils l'ont appelé selfie chronique. Selfie chronique. Si une cabale de psychologues malfaisantes avait imaginé le dérèglement climatique comme la catastrophe parfaite capable de détruire notre espèce, ils auraient pu ajouter aux différents facteurs y concourant la chaîne d'information MSNBC, les réseaux sociaux et les voitures hybrides pour faire bonne mesure. Tant chacun de ces 3 éléments produit l'impression d'un engagement, au contraire d'un engagement bien réel. À peu près de la même manière que les selfies peuvent nous donner l'impression d'être présents, au contraire de l'être vraiment. Tentant d'expliquer le développement de MSNBC, le stratège du parti républicain Stuart Stevens a déclaré « Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont terriblement troublés par la façon dont ce pays est dirigé et qui voudraient qu'on leur rappelle que 1. Ils ne sont pas seuls et que 2. Une alternative est possible. » Mais la solitude n'est pas le problème, la question c'est la manière dont le pays est dirigé. De plus, être seuls tous ensemble n'apparaît pas vraiment comme une alternative, tout comme un groupe de soutien aux malades du cancer ne peut pas réduire une tumeur. Il est sans doute vrai que les spectateurs de MSNBC sont parfois poussés à donner de l'argent pour soutenir les candidats progressistes, et il est possible que quelqu'un, quelque part, ait changé l'opinion politique plutôt que de seulement voir son sentiment de solitude apaisé par Rachel Maddow. Il est certainement vrai que les voitures hybrides roulent davantage pour une consommation moindre que les véhicules traditionnels à essence. Mais avant tout, ces choses nous font nous sentir mieux. Et il peut être dangereux de s'en sentir mieux quand les choses sont en train d'empirer. Une étude récente publiée dans Environmental Science and Technology a examiné 108 scénarios concernant l'adoption de véhicules hybrides et complètement électriques durant les 30 prochaines années, en prenant en compte des variables comme le prix du pétrole et de l'essence, le coût des batteries, les incitations du gouvernement à utiliser des carburants alternatifs et une possible réduction du taux maximum d'émissions. Elle a révélé que la baisse de la pollution émise par les pots d'échappement serait largement contrebalancée par l'augmentation de la production de l'électricité nécessaire pour recharger les batteries. Il s'ensuit que les résultats ne démontrent aucune tendance claire et constante vers un système réduisant les émissions polluantes. Si cette conclusion est sans doute discutable, il demeure incontestable que les émissions polluantes moyennes d'un véhicule personnel ne constituent pas plus de 20% de toutes les émissions de carbone produites par ce véhicule. Même réussir à vivre sans voiture, une action plus significative que changer de véhicule pour prendre une Prius, ne serait qu'un début. Il nous faut utiliser beaucoup moins la voiture, mais nous devons aussi faire beaucoup plus que cela. Trop souvent, l'impression d'avoir à effectuer un changement ne correspond pas au changement véritable. Pire encore, l'impression démesurée d'avoir accompli quelque chose peut nous décharger de ce qui doit effectivement être réalisé. Est-ce que les enfants à qui l'on administrait des vaccins payés par Bill Gates veulent vraiment savoir si cela le dérangeait de donner 46% de son immense fortune à des œuvres de charité? Est-ce que les enfants qui meurent de maladie ont
qu'on aurait pu éradiquer s'intéresse vraiment au fait que Jeff Bezos se sente ou non altruiste quand il ne donne que 1,2% de sa fortune, encore plus colossale. Si vous vous retrouvez allongé dans une ambulance, préfériez-vous un conducteur qui déteste son travail mais qui pilote en expert ou que son travail passionne mais qui met 2 fois plus de temps pour vous conduire à l'hôpital? Pour sauver le monde, ce qu'il nous faut, c'est tout le contraire d'un selfie. Holas, perche et bâton, page 52. Les abeilles font la hola pour éloigner les frelons prédateurs. L'une après l'autre, elles soulèvent chacune un instant leur abdomen, créant un mouvement ondulatoire au-dessus du nid, un phénomène qu'on appelle le scintillement. Ce mouvement collectif repousse le frelon, ce que ne réussirait pas à faire isolément une abeille. Pour une histoire d'un individu soulevant une voiture afin de libérer une personne coincée sous le châssis, il en existe des centaines de groupes qui en ont soulevé une dans les mêmes circonstances. Et même si on ne recense aucune histoire de quelqu'un soulevant un châssis pour libérer un animal domestique, il en existe beaucoup de groupes qui ont réussi cet exploit. Une personne coincée sous une voiture ne fait pas la différence entre l'acte époustouflant d'un kidam et les efforts collectifs, certes moindres, d'individus qui agissent ensemble. On rapporte souvent que Einstein aurait déclaré « Si l'abeille venait à disparaître de la surface de la Terre, il ne resterait plus à l'homme que 4 ans à vivre ». Il n'a presque certainement jamais dit cela, et l'idée est sans doute fausse. De la même façon, les statistiques largement répandues, selon lesquelles un tiers de toute la production agricole du monde dépend de la pollinisation des abeilles, ne sont pas exactes. Néanmoins, il est absolument certain que la population d'abeilles a terriblement chuté à cause du changement des températures et entre autres facteurs à cause des pesticides, de la monoculture et de la réduction de leur habitat au profit de l'agriculture industrielle. Et tout aussi certain que les effets en seront profonds et qu'ils se font déjà sentir, déterminant quelles sortes de produits agricoles doivent être privilégiés, la manière dont leur prix est déterminé et les modes de culture adoptés. De la Chine à la Californie en passant par l'Australie, les producteurs de fruits et d'oléagineux sont souvent obligés de louer des essaims auxquels on fait parcourir des centaines de kilomètres pour féconder leurs arbres. Et dans les régions où la main-d'œuvre humaine est moins chère que la force de travail des abeilles, une idée qui vaut la peine qu'on s'y arrête, la pollinisation se fait à la main. Des nuées de travailleurs agricoles envahissent les champs et à l'aide de longs bâtons, au bout desquels ils ont fixé des plumes de poules et des filtres de cigarettes, et transfèrent méticuleusement le pollen depuis des bouteilles qu'ils portent autour du cou jusqu'au stigmate de chaque fleur. Un photographe qui a fait un reportage sur ce procédé a expliqué. D'une part, cette pratique révèle le prix que les humains font payer à l'environnement, mais d'autre part, elle démontre notre capacité à demeurer efficace malgré tout. Vraiment, quel que soit son sens, le mot efficace peut-il décrire une situation où les êtres humains doivent faire le travail des abeilles? Peut-on imaginer d'autre part quelque chose qui, de près ou de loin, ressemble à une contrepartie édifiante ou même acceptable? Les perches à selfie symbolisent parfaitement la façon dont la performance sociale est aujourd'hui privilégiée. Regardez-moi en train de faire cela. Les bâtons à pollen symbolisent parfaitement notre crise planétaire. Regardez ce qui se passe quand personne ne fait rien. Il n'est pas certain que les perches à selfie évoluent inévitablement vers leur transformation en bâtons à pollen, mais il est bien possible qu'on ne puisse pas se débarrasser des uns sans s'interdire les autres. Gardez ces deux images à l'esprit, un individu qui soulève une voiture pour dégager un de ses semblables, coincé sous le châssis, et des centaines de travailleurs agricoles qui assurent minutieusement la pollinisation à la main. Peut-on dire que ce sont là les deux seules manières envisageables de réagir à une crise? La force extrême ou la faiblesse extrême? Non, il existe une troisième voie. Je n'ai jamais lancé une hola au baseball. Une hola n'exige ni initiative ni participation. Je n'ai jamais été atteinte par une hola au moment précis où j'étais gagnée par un sentiment d'enthousiasme. Une hola n'a nul besoin de vos sentiments, elle est produit. Je n'ai jamais non plus résisté à une hola. L'urgence d'agir, page 55. 96% des familles américaines se rassemblent autour du repas de Thanksgiving. C'est plus que le pourcentage d'Américains qui se brossent les dents tous les jours, qui ont lu un livre au cours de la dernière année,
ou qui ont jamais quitté l'état dans lequel ils sont nés. C'est sans doute l'action collective la plus large, la plus grande au-delà à laquelle les Américains participent. Si les Américains se fixaient pour but de consommation autour de dinde que possible en un jour, on aurait beaucoup de mal à imaginer comment aller au-delà de 46 millions de volatiles consommés le 3e jeudi de novembre chaque année. Si le président Roosevelt nous avait demandé de manger de la dinde pour soutenir l'effort de guerre, si le président Kennedy avait inspiré un objectif lune de la consommation de dinde, je ne suis pas sûre que nous en aurions absorbé autant. Si des repas à base de dinde étaient offerts gratuitement à chaque coin de rue, je ne crois pas que plus de 46 millions de ces volatiles seraient ingurgités. Même si les gens étaient payés pour manger de la dinde. S'il y avait une loi forçant les Américains à organiser le repas de Thanksgiving, le nombre de ceux qui célèbrent cette fête chuterait. Dans son essai retentissant The Gift Relation, From Human Blood to Social Policy, le sociologue Richard Titmuss avance l'idée que rétribuer les donneurs de sang risquerait d'avoir un effet contre-productif parce qu'on diminuerait alors la motivation la plus importante, l'altruisme. Une étude récente publiée par la Stockholm School of Economics a entrepris de tester la théorie de Titmuss et a de fait découvert que dans certaines tranches de la population, le résultat était particulièrement éloquent pour les femmes. Le nombre de donneurs de sang peut baisser pratiquement de moitié quand une rétribution monétaire est accordée. Si vous fêtez Thanksgiving ou Noël, Pessah ou n'importe quelle commémoration collective, le faites-vous à cause d'une incitation externe comme une loi ou une compensation financière, parce que vous ressentez spontanément une émotion ou parce que, comme on laisse passer une ambulance ou que l'on se lève lors d'une la au baseball, le phénomène existe et que ça se fait. Assurément, Thanksgiving est générateur de plaisir, un bon repas, du temps passé en famille, et de frustration, les inconvénients du voyage, le temps passé en famille. Mais pour la majorité des gens, ce ne sont pas ces facteurs qui déterminent leur décision de participer à cette fête. Combien d'individus décident effectivement de fêter Thanksgiving chaque année? Si la possibilité de s'en abstenir était culturellement acceptable, comme c'est le cas pour la plupart des fêtes nationales laïques, telles le 4 juillet, 96% des Américains feraient-ils vraiment le même choix? Nous nous approchons de la table non pas pour une raison d'ordre sentimental, mais parce que Thanksgiving figure au calendrier et que nous l'avons jamais manqué. Nous le faisons parce que nous le faisons. Souvent, le seul fait de participer à une activité produit précisément le sentiment que celle-ci était censée inspirer au départ. Une étude a été réalisée au cours du Magh Mela, un pèlerinage hindou qui se tient chaque année à Allahabad, en Inde, considéré comme un des événements collectifs les plus rassembleurs au monde. Les sujets témoignent, les autres comparables, qui n'y avaient pas participé, ne témoignaient d'aucun changement dans leur identité spirituelle un mois après l'événement. En revanche, les pèlerins faisaient preuve d'une identification sociale accrue en tant qu'hindous et participaient plus fréquemment aux rituels de prière. Une étude d'une toute autre nature a mis au jour le fait que les couples à qui on demandait de se caresser plus longtemps qu'ils en avaient normalement l'habitude après une relation sexuelle faisaient état d'une plus grande satisfaction que le groupe témoin. Se livrer plus longtemps à des gestes de tendresse après le coït durant la période de l'enquête a été associé à des relations affectives et sexuelles plus satisfaisantes 3 mois plus tard, concluaient les chercheurs. Bien qu'il soit vrai que, d'une part, les gens célèbrent Thanksgiving pour exprimer leur gratitude et participent à des fêtes religieuses pour affirmer leur appartenance culturelle, que d'autre part, on se caresse pour exprimer son affection, la motivation originale n'a pas toujours besoin d'être forte, ni même d'être présente d'entrée de jeu. La motivation peut générer l'action, mais de façon plus remarquable, l'action elle-même peut entraîner la motivation. Nous n'allons pas admirer les étoiles dans le désert parce que nous éprouvons un sentiment d'ordre spirituel. Nous éprouvons ce sentiment parce que nous sommes dans le désert et que nous regardons les étoiles. Nous n'affrontons pas les queues dans les aéroports et ne parcourons pas des milliers de kilomètres pour le dîner de Thanksgiving parce que nous nous sentons particulièrement proches de nos familles la 3e semaine de novembre.
Nous ressentons cette proximité spéciale à cause du voyage et du repas. Après que les magasins d'alimentation Discount Pay and Save eurent placé des flèches vertes sur le sol pour conduire leurs clients vers les rayons de fruits et légumes, 90% des clients les ont suivis et les ventes de produits frais ont fait un bond spectaculaire. Dans les pays où les citoyens doivent choisir par avance de faire don de leurs organes, 15% de la population le font. Dans les pays où, au contraire, ils doivent déclarer leur position et où l'absence de refus exprimé rend le don automatiquement possible, le nombre de donneurs augmente d'environ 90%. En poussant les hommes à viser au bon endroit, des autocollants humoristiques, dessins de mouches, de cibles, locaux des patriotes de Nouvelle-Angleterre, posés près de la bande des urinoirs ont réduit les arrosages accidentels d'environ 80%. Alors qu'il est probable, dans le cas où la célébration de Thanksgiving serait rendue légalement obligatoire, que moins de personnes participeraient à cette fête, il est certain que si cette célébration n'était pas facilitée par le fait qu'elle est aussi un jour de congé national, moins de gens observeraient ce rituel. L'action collective a lieu parce que la structure y encourage. Les émotions sans forme et sans caractère d'urgence suscitées par Thanksgiving ont besoin d'un échafaudage de soutien. Environ 37% des électeurs inscrits ont voté aux élections de mi-mandat en 2014 aux États-Unis. À l'élection présidentielle de 2016, présentée partout comme la plus importante de notre temps, environ 60% des gens votaient. Comment expliquer la participation presque unanime à l'action collective de Thanksgiving, tandis que si peu de citoyens participent à la démocratie américaine? Les deux enjeux exigent des efforts et les deux ne sont pas sans gratification. Pourtant, une seule de ces deux actions modifie le monde pour leurs 4 années à venir. Nous n'avons aucune difficulté à célébrer l'histoire ensemble, mais nous trouvons plus compliqué de participer à sa création. Au contraire de Thanksgiving, le jour des élections n'est pas férié, bien que ces deux événements aient souvent lieu à quelques semaines d'intervalle et que le second ait des conséquences pratiques beaucoup plus importantes que le premier. Un nombre significativement plus grand d'Américains se présentent au repas de Thanksgiving qu'aux urnes. Fêter Thanksgiving est alléchant. Pour beaucoup, voter est décourageant. La plupart des gens décriraient leur expérience de Thanksgiving comme consistant à s'asseoir à table et à profiter de manière détendue d'un repas agréable avec ceux qu'ils aiment. La plupart des gens décriraient le devoir électoral comme synonyme d'une longue attente parmi des inconnus, souvent par mauvais temps, avec l'inquiétude d'être en retard au travail ou bien pour le dîner à la maison, et ensuite de savoir s'ils ont réussi à remplir correctement le bulletin de vote si complexe. Bien sûr, il y aurait d'autres solutions. Nous pourrions rendre férié le jour des élections, autorisant chacun à manquer de travail ou l'école. Nous pourrions autoriser les citoyens à voter sur Internet, il y a le dimanche, non ? De la même façon qu'ils peuvent payer leurs impôts par voie électronique. Nous pourrions envisager de simplifier nettement le bulletin, montrer par exemple des photographies des candidats à côté de leur nom. Différentes dispositions existent pour encourager la célébration de certaines valeurs et la consommation de certains aliments le jour de Thanksgiving. Des dispositions existent également pour décourager le vote. Certains événements, voir un adolescent coincé sous une voiture, entendre un enfant gémir durant son sommeil, sentir un insecte qui se pose sur votre peau, prendre part aux compétitions des Jeux olympiques ou à un combat militaire, provoquent des émotions qui facilitent le passage à l'action. Pourtant, de nombreux événements, de la même façon et souvent de manière plus urgente, exigent des actions qu'ils ne le savent pas inspirer. Les événements virtuels, les nazis qui approchent de notre village, une célébration nationale de gratitude, une guerre loin de nos côtes, une élection présidentielle, le dérèglement climatique exigent des structures facilitant les actions qui provoquent des émotions. Construire une nouvelle structure requiert des architectes et nécessite aussi parfois le démantèlement des structures existantes qui obstruent le chemin, même si nous sommes si habitués à les voir que nous ne le voyons plus du tout. Page 61. Comment naissent les Hollands? Quand, à la fin de cet immense combat, nous aurons réussi à sauver les valeurs de la liberté, ce n'est pas un sacrifice que nous aurons consenti. Les Américains avaient entendu ces mots désincarnés à la radio.
Roosevelt les avait prononcés depuis son fauteuil roulant. Le malade atteint de polio le plus célèbre de l'histoire était aussi le plus discret. Il n'a jamais nié avoir perdu l'usage de ses jambes, mais il mettait en scène avec le plus grand soin, ses apparitions publiques. Tout photographe qui prenait un cliché de lui sur son fauteuil roulant était rayé du personnel de presse autorisé à la Maison-Blanche. Il ne montait jamais en voiture, ni ne descendait jamais d'un véhicule en public. Il portait des attelles métalliques pour soutenir ses jambes quand il était debout. Si vous avez jamais regardé une vidéo de Roosevelt faisant un discours, peut-être son célèbre discours de l'infamie prononcé devant le Congrès, vous avez sans doute remarqué les mouvements presque spasmodiques de sa tête. Son menton remplace ses mains, qui s'agrippent à la tribune pour l'aider à se tenir droit. En début de sa discrétion, Roosevelt a eu une part active dans le développement du vaccin contre la polio. En 1938, il a contribué à mettre en place l'organisation qui allait bientôt d'être connue sous le nom de la March of Dimes, une collecte des pièces de 10 cents qui deviendrait la première source de préfinancement de la recherche sur la poliomyélite. Un des bénéficiaires de ces fonds de soutien s'appelait Jonas Salk. En 1952, après avoir réussi à inoculer à des milliers de singes son vaccin inactivé, Salk entreprit des tests sur des humains, ses premiers patients étant lui-même, sa femme et leurs 3 fils. 2 ans plus tard, il lançait l'essai clinique qui serait la plus grande expérience en matière de santé publique de l'histoire du pays. Bien qu'il n'ait alors existé aucune garantie que le vaccin ne présentait aucun danger, près de 2 millions de volontaires devinrent des pionniers de la polio. Le 12 avril 1955, 10 ans jour pour jour après la mort de Roosevelt, les résultats de ces essais furent rendus publics. Le vaccin était sans danger, efficace et puissant. Jonas Salk était parvenu à vaincre la polio. Quand une norme sociale change rapidement, elle permet aux gens d'agir. Elle libère littéralement leur action, mais comme dans le cas d'un Dunola au baseball, même si les spectateurs sont impatients d'y participer, les actions collectives ont besoin d'être déclenchées. Durant plus de 200 ans après le premier repas de Thanksgiving, plusieurs colonies, puis divers États commémoraient Thanksgiving de façon distincte. La célébration avait lieu à des jours variés, souvent à des saisons différentes. Dans certains cas, elle comprenait un banquet de plats régionaux spécifiques. Dans d'autres, elle impliquait un jeûne. George Washington a déclaré un jour de Thanksgiving national en février 1795. John Adams en a déclaré un autre en 1798 et un autre encore en 1799. Thomas Jefferson a choisi de n'en déclarer aucun. Ce n'est qu'en 1863, en pleine guerre de sécession, qu'Abraham Lincoln, dans un effort pour unifier une nation qui se divisait rapidement, a fait du dernier jeudi de chaque mois de novembre un jour férié national. La fête que nous célébrons aujourd'hui a été pensée pour commémorer un banquet partagé par les colons de Plymouth et les Indiens Wampanoag en 1621. Mais quand Lincoln en a proposé l'idée au cours d'un discours, il a mis l'accent sur la célébration d'une gratitude générale parce que l'harmonie avait vaincu partout, sauf sur le théâtre du conflit militaire. Quelles que soient ses raisons, et en codifiant ainsi ce jour de fête et facilitant sa célébration, Lincoln avait créé une nouvelle norme. Alors que la plupart des enfants se sont vus injecter le vaccin de Salk durant les mois qui suivirent son homologation, le taux de vaccination parmi les adolescents, tout aussi vulnérables à la poliomyélite, restait très bas. Parce que la polio était aussi connue sous le nom de paralysie infantile, on entretenait l'idée erronée que seuls les enfants en bas âge pouvaient en être frappés. En 1956, avant de participer à l'Ed Sullivan Show, en soutien à la Fondation nationale pour la paralysie infantile, connue sous le nom de March of Dimes, Elvis Presley fut pris en photo en train de se faire administrer le vaccin contre la polio. Des clichés furent ensuite publiés dans des journaux à travers tout le pays. Ce moment précis a été cité comme le point de départ d'une augmentation fabuleuse du nombre de vaccinations, des statistiques discutables,
mais largement répandu, a affirmé que cet événement avait fait passer le taux d'immunisation aux États-Unis de 0,6% à 80% en 6 mois. Point d'exclamation. Ce qui pourrait suggérer que c'est Elvis Presley qui a vaincu la polio en Amérique. Quand j'étais jeune, les gens fumaient à bord des avions. Cela semble si inconcevable aujourd'hui qu'il m'a fallu vérifier pour m'assurer que ma mémoire ne me jouait pas des tours. Comment considérer le phénomène si répandu du tabagisme dans notre histoire récente, comme une norme qui touchait toutes les tranches de la population, y compris les enfants et les femmes enceintes, sans doute de la même façon que les gens originaires de pays dotés d'une conscience écologiste considèrent aujourd'hui les Américains. Exactement comme nos descendants nous considérons. Au cours des décennies précédentes, les normes relatives au tabac ont changé. Combien de personnes fument, à quelle fréquence et dans quel lieu? Ce qui était autrefois acceptable et même attrayant est devenu tabou ou pour le moins déplaisant. Les taxes sur le tabac et la législation ont contribué à ce changement, tandis que la résistance opposée par les lobbies industriels l'a entravé. Mais ces modifications surtout étaient dues aux campagnes de terrain. La plupart des gens veulent faire ce qui est bon pour le monde, pourvu que cela ne leur coûte rien personnellement. Fumer est une habitude addictive dont les conséquences mondiales, le tabagisme passif et le coût des soins de cancer paraissent lointaines. Pourtant, au cours de ma vie, le nombre de fumeurs a été réduit de moitié, en grande partie grâce aux campagnes de terrain. On pourrait dire que c'est une grande victoire, mais en fait c'est un échec. Pourquoi ce nombre s'est-il seulement réduit de moitié et pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? Dès 1949, 60% des Américains disaient déjà que fumer était dangereux pour la santé. Le manque d'information ne constitue pas alors un obstacle et ce n'est assurément toujours pas le cas aujourd'hui. Comment faisons-nous pour concilier l'évidence largement acceptée que fumer tue et le fait qu'il y a en Amérique encore plus de fumeurs, près de 38 millions, que d'habitants au Canada? Pourquoi est-ce que quelqu'un d'aussi conscient et déterminé que Barack Obama continue à s'adonner de temps à autre à une habitude qui, en moyenne, réduit la vie d'une vingtaine d'années? Probablement pour la même raison que quelqu'un d'aussi conscient et déterminé qu'Obama n'a pas réussi à s'attaquer de façon efficace au problème du dérèglement climatique. Beaucoup d'efforts sont plus puissants qu'une menace virtuelle. L'industrie du tabac a modifié génétiquement les cigarettes pour que les facteurs d'addiction soient 2 fois plus fortes qu'il y a 50 ans et les a commercialisées en nombre excessif dans les quartiers défavorisés, souvent à proximité des écoles. L'industrie du tabac a offert des cigarettes gratuites dans les cités et distribué des bons de tabac en même temps que des coupons d'alimentation. Malgré le coût sans cesse plus élevé des cigarettes, environ 3 fumeurs sur 4 viennent de quartiers défavorisés. De la même manière que les changements dans les comportements sociaux comme la vaccination anti-polio, #MeToo, l'arrêt tabagique et l'écologie sont stimulés par les forces concomitantes, ils sont aussi freinés par de telles forces. La vaccination publique d'Elvis a peut-être contribué au progrès spectaculaire de l'immunisation, mais elle n'en a pas été la cause, selon l'historien Stephen Malplay. Cela a manifestement aidé à ce que les adolescents se fassent vacciner, mais étonnamment, pas de façon décisive. Ce qui a vraiment changé la donne, ce sont les adolescents eux-mêmes. Avec le soutien de la Fondation nationale pour la paralysie infantile, ils ont formé un groupe appelé Ados contre la polio. Ils ont fait du porte-à-porte et organisé des soirées dansantes auxquelles seuls les individus vaccinés pouvaient participer. Cela a démontré pratiquement pour la première fois la capacité qu'ont les adolescents à comprendre leur propre tranche de population et à établir des liens avec elle. Le changement dans les comportements sociaux, tout comme le dérèglement climatique, est causé par de multiples réactions en chaîne qui se produisent simultanément. L'un comme l'autre provoquent et sont provoqués par des boucles de rétroaction. Aucun facteur isolé n'est en lui-même responsable d'un ouragan, d'une sécheresse ou d'un incendie de forêt,
De même qu'aucun facteur ne peut à lui seul être responsable de la baisse du tabagisme, et pourtant, dans tous ces cas, chaque facteur a son importance. Quand un changement radical s'avère nécessaire, beaucoup prétendent qu'il est impossible que des actions individuelles le suscitent et que, par conséquent, il serait inutile que qui que ce soit s'y essaie. C'est tout à fait contraire à la vérité. L'importance de l'action individuelle est précisément la raison pour laquelle tout le monde doit essayer. Le 1er novembre 2018, environ 20 000 employés de Google ont participé à un mouvement international de grève surprise, avant tout pour protester contre la manière dont étaient gérées les affaires d'abus sexuels. Ces grèves surprises se sont produites en moins d'une semaine et plus de 60% des bureaux de Google dans le monde entier y ont participé. Pareille réaction collective s'est révélée particulièrement significative parce qu'elle représentait un défi à cette forme d'individualisme qui constitue la philosophie d'entreprise dominante dans la Silicon Valley. Dans un communiqué de presse, les organisateurs de cette contestation ont déclaré « Cela fait partie d'un mouvement qui va s'amplifiant, non pas seulement dans l'industrie technologique, mais dans tout le pays. Il inclut des enseignants, des employés de la restauration rapide et d'autres qui utilisent la force du nombre pour provoquer un réel changement. » Une semaine plus tard, Google accédait à la première exigence des organisateurs. Il mettait fin à l'arbitrage obligatoire en cas de harcèlement sexuel. Ce type d'arbitrage avait auparavant empêché des plaintes déposées pour harcèlement sexuel d'être portées devant les tribunaux. Quelques jours plus tard, Facebook, Airbnb et eBay lui emboîtaient le pas. En moins d'une semaine, un mouvement international de protestation s'était organisé. 8 jours plus tard, Google changeait la politique interne de son entreprise. En quelques jours après, 3 autres grandes entreprises l'imitaient. Tout ce changement s'est produit en moins d'un mois. La polio n'aurait jamais pu être éradiquée si quelqu'un n'avait pas inventé un vaccin, ce qui a nécessité une structure de soutien, des fonds collectés par la March of Dimes et la circulation de l'information, l'avancée médicale que représentait la découverte de Jonas Salk. Mais ce vaccin n'aurait jamais pu être homologué si un grand nombre de malades de la polio ne s'étaient portés volontaires pour participer aux essais. Leur sentiment personnel était sans importance. C'est leur participation à l'action collective qui a permis au grand public d'avoir accès au vaccin. Et ce vaccin homologué serait resté sans effet s'il n'avait pas fait l'objet d'une sorte de contagion sociale et donc d'une norme. Son succès a résulté de campagnes publicitaires massives et d'actions de terrain. Qui a éradiqué la polio? Personne, tout le monde. Page 69, ouvrir les yeux. Note, page 277. Okay. Ouvrir les yeux. Tout comme son auteur, la majeure partie de ceux qui lisent ce livre ne sont pas des scientifiques du niveau de Jonas Salk, ni des célébrités aussi notoires que Elvis Presley. Nous vivons nos vies sans faire de remous et encore moins de fac. Pour ce qui est de la crise planétaire, pour la majorité d'entre nous, nous nous sentons perdus au milieu du labyrinthe de causes et des effets, déconcertés par les statistiques toujours différentes, frustrés par toutes ces rhétoriques. Nous nous sentons impuissants et pourtant inexplicablement tranquilles. Comment sommes-nous censés, nous citoyens ordinaires, faire quelque chose à propos d'une crise que nous n'ignorons pas, mais en laquelle nous ne croyons pas, dont nous n'avons au mieux qu'une connaissance confuse et que nous n'avons pas les moyens patents de combattre? Le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, a été pour moi une révélation intellectuelle et émotionnelle. Quand, après la dernière image, l'écran est redevenu noir, notre situation me semblait parfaitement claire, de même que la responsabilité qui était la mienne de participer au combat. À l'instar des dizaines de milliers d'Américains qui s'étaient précipités dans les bureaux de conscription, en entendant la nouvelle de l'attaque de Pearl Harbor, j'ai ressenti l'urgence de m'engager. Que j'ai pas vu. Mais quand le générique de film a défilé au moment où jaillit l'envie
enthousiasme de faire le nécessaire pour lutter entre l'apocalypse imminente que Gore venait de décrire. Des suggestions d'action sont alors apparues à l'écran. Êtes-vous prêt à changer votre façon de vivre? La crise climatique peut être résolue. Voici par où commencer. Dites à vos parents de ne pas détruire le monde dans lequel vous vivez. Si vous êtes parents, joignez-vous à vos enfants pour sauver le monde dans lequel nous vivons et où ils vivront. Adoptez des sources d'énergie renouvelables. Téléphonez à votre fournisseur d'électricité pour savoir s'il propose une énergie verte. S'il vous dit que non, demandez-lui pourquoi. Votez pour des dirigeants qui s'engagent à résoudre cette crise. Écrivez aux parlementaires s'ils ne vous écoutent pas. Présentez-vous aux élections. Plantez des arbres, beaucoup d'arbres. Prenez la parole dans votre communauté. Téléphonez aux radios et écrivez aux journaux. Exigez que les États-Unis gèlent leurs émissions de CO2. Participez aux efforts internationaux pour mettre fin au réchauffement de la planète. Réduisez notre dépendance au pétrole étranger. Aidez les agriculteurs à développer le bioéthanol. Augmentez les économies de carburant. Exigez des véhicules à émissions plus faibles. Si vous croyez en la prière, priez pour que les gens trouvent la force de changer. Comme le dit le vieux proverbe africain, tout en priant, mettez-vous en marche. Incitez tous ceux que vous connaissez à aller voir ce film. J'ai trouvé cette liste, du fait de son caractère vague, terriblement frustrante. Appelez les radios pour leur dire quoi exactement et dans quel but? Je l'ai jugée inefficace. Je peux dire à mes parents de ne pas détruire le monde dans lequel je vivrai, et ils peuvent dire aux leurs la même chose, mais à un moment ou à un autre. Est-ce que quelqu'un ne doit pas prendre effectivement les choses en main? Totalement irréaliste. Bonjour, Monsieur le Président, c'est moi. Désolé de vous avoir fait attendre. J'étais en train d'aider les agriculteurs à développer le bioéthanol. Mais maintenant que je vous ai au bout du fil, j'insiste pour que les États-Unis gèlent les émissions de CO2. Et tautologique, ce qui aurait pu me paraître risible si je n'avais pas été au bord des larmes. Regardez ce film pour que vous puissiez en encourager d'autres à le regarder afin qu'ils puissent en encourager d'autres à le regarder. C'est bien de prendre la parole, bien de recycler, bien de planter des arbres, beaucoup d'arbres. Ces activités sont louables. Pourquoi des meubles alors? De la même façon que scruter le ciel et la recherche d'avions ennemis, qui ne seront jamais là, est louable. Pour nous rappeler qu'une guerre est en train d'être livrée, pour créer de la solidarité et mobiliser les volontaires. D'après une analyse de 2017, recycler et planter des arbres font partie des choix personnels les plus souvent recommandés pour combattre le dérèglement climatique, mais ce ne sont pas des actions d'un grand impact. Il s'agit de sentiments plus que d'actions. D'autres sont considérées comme importantes mais d'un impact négligeable. Installer des panneaux solaires, économiser l'énergie, consommer des produits locaux, composter, faire la lessive à l'eau froide et la faire sécher sur un étendoir, être sensible à l'accumulation d'emballages, acheter de la nourriture biologique, remplacer une voiture conventionnelle par une hybride, ceux qui font ces efforts et seulement ces efforts, se contentent de prononcer le mot KO devant la cible de leur coup. Faire voler les avions dans le ciel de Middle West sans soldats qui partent à l'assaut en Europe aurait été suicidaire. On remarque une omission criante dans la liste de Gore, et cette absence se reproduit dans le film de 2017. Une suite qui dérange le temps de l'action à une très légère exception. On ne peut pas attribuer à cette omission un caractère accidentel sans également accuser Gore d'une forme d'ignorance radicale ou de faute professionnelle. Pour donner l'échelle de l'erreur, elle serait équivalente à celle d'un médecin prescrivant de l'exercice physique à un patient en train de se remettre d'une crise cardiaque, sans lui préciser aussi qu'il lui faut aussi d'arrêter de fumer, réduire son stress, cesser de manger des hamburgers et des frites 2 fois par jour. Alors pourquoi a-t-il délibérément choisi de passer ce point sous silence par peur, de façon presque certaine, de créer une controverse inopportune qui émousse l'enthousiasme qu'il s'était tant appliqué à susciter? Il a également été largement absent des sites internet des organisations écologistes les plus influents, bien qu'aujourd'hui ce soit en train de changer. Il n'en est fait aucune mention non plus dans le célèbre ouvrage Dire prédiction, sombre prédiction, écrit par les climatologues Michael E. Mann et Lee R. Kempf pour informer les citoyens au sujet du 5e rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
GIEC, publié en 2014. Après avoir prophétisé des désastres climatiques majeurs, les auteurs nous conseillent de remplacer les sèche-linges électriques par des étendoirs et de nous rendre au travail à vélo. Parmi leurs suggestions, il n'en fait aucune mention du geste quotidien qui, selon le directeur du projet Drawdown, qui a rassemblé près de 200 scientifiques spécialistes de l'environnement et d'experts internationaux, dans le but d'identifier et de mettre en place les solutions les plus efficaces pour lutter contre le dérèglement climatique, est la plus importante contribution que peut faire chaque individu pour inverser le réchauffement de la planète. En Amérique, les écologistes mènent un combat difficile depuis le début. Ils doivent affronter le défi d'éduquer les citoyens sur un sujet aussi abstrait et déconcertant, ainsi qu'une énorme résistance de la part de l'industrie des énergies fossiles et, après une brève période de coopérative bipartite, celle presque unanime d'un des deux grands partis politiques. S'ils ont passé des dizaines d'années à tenter de persuader l'opinion publique qu'extraire le carbone de la Terre puis le brûler provoque un dérèglement climatique et que les gens s'obstinent à élire un président qui considère le réchauffement planétaire comme une invention des Chinois, comment peuvent-ils espérer lancer un débat sur un sujet non seulement difficile à comprendre et à croire, mais qui remet aussi en question des aspects fondamentaux de nos entités personnelles, familiales et culturelles. Certaines organisations et figures publiques craignent de perdre l'élan de soutien qu'elles ont eu tant de mal à créer. Certaines ont peur d'être accusées d'hypocrisie. Certaines redoutent que, en détournant l'attention des énergies fossiles, on sape des décennies de lutte contre l'omnipotence des supermajors Big Oil. En matière de militantisme, la ligne politique et la psychologie sont d'une importance cruciale. Chaque argument devient à terme une histoire, et certaines histoires marchent mieux que d'autres. Parfois, il vaut mieux provisoirement dissimuler les enjeux d'une réalité pour amener les gens à l'affronter par la suite. Mais quelle est la valeur d'une réalité dérangeante qui fait l'impasse sur un des plus grands facteurs aggravants de notre crise planétaire dont il s'avère qu'il serait un des plus faciles auxquels remédier? Et si le combat le plus important que nous ayons à mener, une guerre pour sauver notre mode de vie et pour la vie elle-même, dépendait d'une action collective qui, étant donné l'échelle du conflit, ne demanderait pas plus d'efforts que d'éteindre les lumières la nuit? Ne devrions-nous pas au moins en parler? Même pour les croyants, prier pour que les gens trouvent la force de changer n'est-il pas insuffisant tant que la nature des changements en question n'a pas été révélée? Notre façon de nous attaquer à la crise planétaire ne fonctionne pas. Al Gore a mérité son prix Nobel, mais les changements qu'il a suscités sont loin d'être suffisants. Ce que d'ailleurs il reconnaît sans hésiter dans une suite qui dérange. Il reconnaît sans hésiter dans une suite. De même, les institutions chargées de la protection de l'environnement méritent d'être soutenues, mais ce qu'elles accomplissent demeure tout aussi largement insuffisant. Toute personne informée des données scientifiques et qui accepte d'affronter la plus dérangeante des réalités reconnaîtra sans peine que nous n'en faisons pas assez, que nous agissons beaucoup trop lentement et que notre comportement actuel conduit droit à notre destruction. Selon l'estimation, l'utilisation de l'électricité est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture, en particulier l'élevage, est responsable de 24%, les transports de 14%, l'industrie du bâtiment de 6%. Des sources variées se répartissent la responsabilité du reste. Toutes ces émissions doivent retomber à zéro, ce qui va exiger l'innovation et coopération, une prouesse qui se révélera impossible à réaliser si nous ne commençons pas à parler dès à présent de la responsabilité de chacun de ces acteurs. L'objectif de l'accord de Paris de maintenir le réchauffement climatique sous la barre de 2 degrés Celsius, considéré comme ambitieux, se situe à la marge du cataclysme. Même si nous sommes par miracle capables de l'atteindre, les statistiques récentes en situent la probabilité à environ 5%. Nous nous retrouverons dans un monde infiniment moins hospitalier que celui que nous connaissons, et beaucoup des changements déjà déclenchés seront au mieux irréversibles et au pire susceptibles de s'aggraver tout seuls.
Si nous défions les obstacles lourdement accumulés et que nous limitons le réchauffement planétaire à 2 degrés, le niveau de la mer s'élèvera de 50 cm, inondant les côtes du monde entier, Dhaka, 18 millions d'habitants, Karachi, 15 millions, New York, 8 millions et demi, ainsi que des dizaines d'autres métropoles deviendront de facto inhabitables. On prévoit 143 millions de migrants climatiques. Les conflits armés augmenteront d'environ 40% à cause du dérèglement climatique. Le Groenland fondra de manière irréversible.